Ciao. Ciao. On s'installe. 3, 2, 1, bonsoir. Ok. Excusez-moi. On est tout bon. Je regarde les derniers éléments. Et normalement, on va pouvoir démarrer. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, il est tard. Oh, il fait froid. Oh, c'est pas facile. Mais j'espère que vous, ça va bien. Comment allez-vous, vous, en ce jeudi soir de l'an de grâce 2024 ? Démarrage de l'année 2024. Merci aux copains et copines qui balancent déjà des subs dans tous les sens. On n'a même pas démarré, que ça y est, la générosité est le mot-clé. J'espère que vous allez bien. Petit café protocolaire, il est 23 h. Pour certains, il est peut-être 3 h du matin. J'ai vu un truc, excusez-moi, lampé. J'ai vu un truc assez extraordinaire, je dois vous avouer, sur la chaîne YouTube de votre basketteur préféré, la chaîne YouTube de Trash Talk. Lorsque je fais des émissions, ensuite j'upload évidemment le replay sur YouTube, et puis là je passais dans les commentaires, comme on le fait souvent avec Alex et Léonce, et je vois qu'il y a des gens, il y a un gars qui a dit quoi ? Je crois que c'est un gars, hein, qui a dit qu'il était à 1000 km du pôle Nord, dans un truc mais genre vraiment à 1000 bornes du pôle Nord. Et il y en a qui se sont répondus en dessous, il y en a qui étaient en direct des pays en Afrique, en Asie, en je sais pas quoi, bref. C'est toujours un bonheur de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ou que si vous regardez les replays, vous allez passer une bonne journée. Nous sommes en période de trade deadline et donc les cafés vont être légion, vont être à répétition. J'en parlais hier, qu'on allait se retrouver un petit peu plus fréquemment. Je sais que ça a été compliqué précédemment de se retrouver de manière régulière. Il y avait le cirque de la NBA à Paris, donc forcément il fallait s'occuper de ça. D'ailleurs, si vous voulez regarder Bibi faire n'importe quoi face à Max Truss au shoot, le replay du petit live avec Domingo est disponible sur la chaîne du GOAT Domingo. N'hésitez pas sur YouTube, c'est gratuit, c'est dispo, vous pouvez vous faire plaisir et c'est très très bien. Justement, je vois que certains disent qu'ils sont un petit peu partout à droite, à gauche. On va y venir dans cette émission 100% trade deadline. Je vous en parlais ce mercredi soir, ça y est, le 8 février approche, 8 février jeudi, 8 février 2024. Vous notez le rendez-vous dans votre agenda ? Petit live entre 18 h et 21 h, peut-être 19 h, 22 h. Classique parmi les classiques, il y en a qui ont vécu ça tous les ans. Si vous êtes nouveau, montez à bord. C'est un des moments les plus attendus de l'année. À chaque fois, hein, la trade deadline, c'est simple. Les 3 dernières heures du marché qui sont à vivre en direct. On ferme les portes ensemble et donc il y a plein de transferts qui tombent. James Harden, on s'en souvient, qui avait été balancé justement des Nets à Philadelphie. On avait vu Kristaps Porzingis aussi qui avait bougé entre Dallas et Washington. Plein de choses qui se passent tous les ans. C'est toujours un énorme bousin et donc on va pouvoir vivre tout ça ensemble. En amont de cette trade deadline, il y a des transferts et on en discute, il y a des rumeurs et donc on en parle. On a déjà bien analysé en long et en large le départ de monsieur Pascal Siakam du côté d'Indiana, c'était hier soir. On a analysé monsieur OG Anunoby, départ lui aussi du côté de New York en provenance de Toronto. Est-ce que les Raptors ont fini ? Certainement pas, et on en reparlera justement dans quelques secondes. Ça, c'est mes AirPods qui s'explosent sur le sol, c'est pas grave, on est là pour vivre dans la joie et la bonne humeur. Je remonte juste, est-ce que vous avez vu les matchs d'hier soir ? Je vous laisse vous installer tranquillou, après on va faire les présentations comme d'hab. En effet, 3 semaines pile là, avant la trade deadline. Est-ce que vous avez vu les matchs un peu d'hier soir ? On en avait parlé un petit peu, je fais un tour rapide hein, pour celles et ceux qui ont peut-être regardé ou pas regardé les rencontres de ce mercredi. Alors oui, en effet, les Spurs ont pondu une nouvelle petite purge. Du côté de Boston, Wemby a envoyé quelques highlights de qualité. Malachi Branham a envoyé des énormes saucisses à distance. Atlanta qui l'a emporté au buzzer sur un très gros shoot de Dejounte Murray. Dejounte Murray dont on va reparler dans cette émission et à plus d'une reprise. On a vu aussi Détroit tenir face à Minnesota avant de se faire terminer gracieusement par Karl Anthony Towns et toute la clique. On a vu Milwaukee se faire tabasser sans Giannis par les Cavs. Impressionnant Cleveland Cavaliers qui en ce moment sont sur une excellente forme. Est-ce que c'est l'air parisien ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, les Cavs sont bien en place et justement ça déroule avec cette très large victoire. Je veux dire, ils ont mis 40 points dans la gueule
des Bucks, de Damian Lillard et de Thanasis, Antetokounmpo à ne pas confondre avec Giannis, un très très grand George Niang qui a mis plus de points à un moment que tous les titulaires de Milwaukee. Houston qui s'est incliné du côté de New York, on a Toronto qui a tabassé le Heat, une des plus grosses défaites récentes du Heat, à la mi-temps c'était mené de près de 40 points par les Raptors. Il y avait tout un contexte émotionnel aussi. Vous avez peut-être vu tourner la vidéo de Darko Rajakovic, le coach, l'entraîneur des Raptors, qui a rendu hommage à son ami qui est décédé, donc l'assistant des Warriors. On en parlait dans l'émission de ce mercredi soir, avec un premier système pour lui rendre hommage. Toronto, premier match sans Siakam, ça a bien joué. Il y a de l'espace, il y a de quoi circuler le ballon, tout va très très bien. Donc... c'est vrai que Toronto a bien profité de cette soirée avec un grand Gary Trent Jr. Lui aussi, on en reparlera dans quelques minutes. New Orleans qui a fait le travail contre Charlotte, ça, il n'y a pas de problème. On a les Lakers qui ont fait le boulot aussi face aux Mavs. Les Mavs qui se sont un petit peu lâchés quand même après avoir démarré la rencontre de manière assez sérieuse. Voilà, du très gros d'Angelo Russell notamment qui augmente sa cote à quelques jours de la trade deadline. Hashtag lui aussi, on va en reparler dans quelques minutes. Pour finir, les Blazers ont enfoncé un petit peu plus les Nets. Hashtag on va en reparler dans quelques minutes avec un shoot au buzzer de nos amis de Portland. C'est formidable, bravo Ant, bravo toute la compagnie. Ça c'était un petit peu les résultats d'hier. Je vous montre le classement et ensuite on va faire donc tout de suite les présentations et la trade deadline. Au moment où on parle, le classement, le voici. Nous sommes à mi-parcours, ça y est, c'est officiel. Il y a quasiment plus personne s'y aller. Il y a encore quelques équipes qui sont à une quarantaine de matchs. On arrive gentiment à la barre des 41 victoires. Et donc voilà, Boston qui démarre bien. 32 victoires pour 9 défaites, 20-0 à domicile. Personne ne peut taper Boston au TD Garden, donc ça démarre très très bien pour nos amis les Verts. Milwaukee qui est un petit peu dans le rétroviseur, Philly à la bataille, on les voit, ça va bien avec un gros match de Nicolas Batum et de Joel Embiid, on l'a vu face aux Nuggets. Les Cavs dans une excellente forme, on a parlé de New York et de Indiana qui ont fait des moves récents avec Siakam et Anunoby. Eh bien c'est dans un petit groupe, là regardez comment ça va être excitant sur le finish. Vous le savez qu'on va se pointer sur le mois d'avril avec cette discussion entre Miami, New York et Indiana, c'est déjà prévu. Avec Orlando aussi qui sera dans la bataille, tout ça est très intéressant. On aura évidemment Atlanta qui aura bien des choses à régler dans les prochains jours. Est-ce que les Nets et les Raptors vont s'accrocher? Ça c'est pour la conférence Est. Ce qui est sûr et certain, merci à ceux qui me souhaitent un bon café, on va en parler dans quelques secondes, j'espère que vous aussi vous êtes bien installés. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'Est, Détroit est en train de poser les bases d'une nouvelle saison catastrophique. On avait vu leur série de défaites absolument atroces sur la fin de l'année 2023. On démarre bien 2024 aussi avec des petites défaites. Mais il y a eu aussi une victoire à Washington, donc quand même, il faut aussi leur donner du love quand il faut. Et puis ils ont fait des transferts. Pour le plus grand plaisir de Mike Muscala et Danilo Gallinari. Dans la conférence Ouest, à mi-parcours, tout va très très bien pour Minnesota. 40 matchs joués, ils sont numéro 1 de la conférence Ouest, 3 victoires de suite. Le Thunder, petit coup de mou pour nos amis d'OKC qui ont perdu 2 matchs consécutifs. Mais ça reste très très fort. Attention, il y a l'arrivée puissante des Nuggets et des Clippers. On sait que les Clippers sont tout feu tout flamme. On sait aussi que les Nuggets vont retrouver l'entièreté de leur effectif par la suite et que donc ça va décocher des mâchoires aux alentours du printemps. Les Pélicans, mine de rien, les Pélicans, on ne sait pas. Parfois on est là, ça joue bien les Pélicans, ça joue mieux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les Pélicans, ils sont 5e aujourd'hui à égalité avec les Sacramento Kings, enfin en tout cas en termes de défaites, puisqu'ils ont 2 victoires de plus. Ça va bien, ils profitent notamment d'un petit coup de mou des Mavs sans Luka Doncic, même s'il y a eu des très gros matchs de Kyrie. Phoenix qui va essayer de recoller dans ce peloton. On a vu des quelques victoires là, avec la présence notamment de Kevin Durant et de Devin Booker. Il y a eu du gros comeback face aux Kings. Attention à ce groupe-là. Vous le savez, la bataille va être rigoureuse, là, très très dure, pareil à l'approche du play-in tournament. Est-ce que les Lakers seront encore une fois dans le play-in tournament? Est-ce que les Warriors vont regarder le play-in tournament à la télé? C'est une vraie question. Est-ce que Memphis va bien chuter? Est-ce que les Rockets pourront essayer de taquiner quelqu'un? Bref, vous le voyez, à mi-parcours, la bataille est assez intense et on aura l'occasion, en deuxième partie de saison, de surveiller quels sont les grands joueurs et les grandes équipes. Parce que c'est ça souvent qu'on oublie, et je fais le rappel chaque année, vous suivez souvent des saisons de NBA, soit avec nous, soit depuis plusieurs saisons, soit vous venez de rejoindre le wagon Trash Talk. Une saison a plein de visages. Regardez là, on est à mi-parcours. Vous vous rendez compte? Comme je le disais, l'année dernière, on avait les Pélicans qui étaient en tête de la conférence Ouest. C'était incroyable avec les Suns. Puis ça a complètement chuté. Puis là, on a eu KD qui est arrivé. Donc, il y a encore plein de choses à dérouler. Le classement, là, ne veut rien dire. J'ai même envie de me faire un kiff. Je vais me permettre. Est-ce qu'on n'irait pas voir... je peux avoir le standings NBA certain date?
Regardez si je fais ça par exemple. Si je vais... oh là là, il va falloir que je dézoome. Il va falloir que je dézoome pour vous montrer un petit peu le classement de l'année dernière. Quand même, parce que c'est... C'est le truc. Est-ce qu'on n'irait pas... Là, on est à l'est. On va aller au... Combien On est en janvier. On est le combien de janvier? Le mec est complètement concerné par ce qui se passe. On est le 18 janvier. Le 18 janvier de l'année dernière, on avait Boston premier, Milwaukee, Philadelphie, on avait Brooklyn. Brooklyn était top 4 de l'Est. Ah là là là. Brooklyn était top 4 de l'Est, on avait des belles petites dingueries. Bon, évidemment, dans les bas-fonds, c'était toujours aussi nul avec Détroit. Et puis à l'Ouest, surtout, hein, je crois qu'il y avait des très grosses différences. Voyons voir si je dis pas de bêtises à l'Ouest. Si on va dans la Western Conference, faites voir au 18 janvier. 18 janvier, on avait bon, Denver et Memphis qui étaient là-haut avec Sacramento, mais on avait les Pélicans qui étaient 4e. Les Pélicans qui étaient 4. On avait Utah qui était à l'équilibre. Et vous avez bien vu ce qu'ils ont fait en deuxième partie de saison. C'était absolument atroce. Et puis on a eu quelques petites remontadas. Regardez, hein, Phoenix, ça n'allait pas du tout. Hein, 21-24. Et puis après, ils ont récupéré Kevin Durant. Et on avait le Thunder qui était derrière les Wolves. Et on sait qu'après, sur la deuxième partie de saison, Minnesota, ils ont récupéré notamment Monsieur Mike Conley. Et d'autres garçons comme ça. Hein, D'Angelo Russell a été prié d'aller voir ailleurs. On se souvient de cette grosse trade deadline. Donc, les 3 prochaines semaines vont être hyper importantes. Nous sommes le jeudi 20 et le jeudi 8 février, on sera ensemble. Maintenant, en parfaite politesse et en bienveillance et en accueil chaleureux, je vous demande à vous comment vous allez et surtout d'où vous êtes. Bonsoir de Lorient, merci les copains et copines, on va parler de toutes les rumeurs de trade deadline dans quelques minutes. Les gens d'Angoulême sont dans la place, de Bourg-en-Bresse. Évidemment, les Goats sont de Bourg-en-Bresse, de Pont-de-l'Arche, de Luxembourg, de Bruxelles, du Guatemala, de Southampton, d'Alger. Merci à mes frérots et mes sœurs d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie évidemment. Mes frères et sœurs Quinf aussi qui sont dans le coin. On a des gens d'Abidjan. Yeah! On a des gens de Vancouver, de Nantes, de Bayonne, de Quimper, d'Istanbul. Je ne vais pas me permettre de parler turc, mais qu'est-ce que je... Nasselsen? Ou Teşekkür ederim? Je sais plus. Je n'ai pas l'accent hein, turc, mais j'espère qu'au moins c'était à peu près compréhensible. Noisy-le-Grand, les gens sont de Porto, de Winter, oh là là, de Lorient, de incroyable, de Besançon, de Détroit, d'Auckland en Nouvelle-Zélande, formidable. Vous êtes un peu partout, de Minneapolis, oh là là, il doit faire bien froid, hein. Attention, on l'a vu peut-être avec certains qui ont remarqué, du Costa Rica toujours, les amis de San José qui sont là et d'Ottawa aussi, d'Orlando. On a vu il y a eu de la neige un petit peu partout à droite à gauche, hein, notamment en Ile-de-France. Faites attention à vous, glissez pas, vous pétez pas la gueule, sinon ce sera complètement con. Allez, on va pouvoir donc démarrer cette émission. Vous êtes bien installés et on démarre juste par 2-3 petites news. Après on va parler trade deadline. Les retours des votes des fans pour le All-Star Game 2024 sont tombés, le 3e retour des votes. Est-ce que vous avez vu ça? C'est tombé dans la soirée. On va faire un petit détail de ce qui a été évoqué sur les médias. Donc on a dans la conférence Ouest Monsieur LeBron James qui a quasiment 4 millions de votes avec Nikola Jokic et Kevin Durant. Normalement on devrait avoir ce front de courte dans la conférence Ouest en tant que titulaire. Chez les guards, on a une belle bataille. Luka Doncic qui est tout en haut. Il y a eu un moment une bataille entre Stephen Curry et Shai Gilgeous-Alexander, mais même si elle va mal, la Dub Nation, elle est toujours derrière son Steph. On verra si Stephen Curry sera bien le titulaire de la conférence Ouest, parce que je rappelle que les fans représentent 50% des votes, et ensuite il y a les médias qui ont voté à 25%, et ensuite il y a les joueurs qui ont voté à 25%. Donc on verra, peut-être que Shai Gilgeous-Alexander sera titulaire, peut-être qu'il sera tout simplement remplaçant, c'est sûr en tous les cas qu'il sera All-Star. Dans la conférence Est, on a Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Jason Tatum, qui sont eux des titulaires sûrs et certains. Regardez la distance derrière avec Jimmy Butler et Jaylen Brown. Et puis dans la conférence Est, chez les guards, eh bien Damian Lillard sera peut-être prié d'aller voir ailleurs, ou pas d'ailleurs. Si ça se trouve, Damian Lillard sera titulaire devant Trae Young. En tous les cas, dans les votes des fans, Tyrese Haliburton est un titulaire indiscutable. Trae Young est passé devant Damian Lillard car la très très grosse fanbase d'Atlanta a fait le boulot. Damian Lillard qui a été prié de regarder dans le pare-brise et Trae Young dans le rétro. Donovan Mitchell qui est un petit peu à la traîne. Encore une fois, je rappelle que les votes des fans représentent 50% de la décision. Les médias voteront et auront donc 25% du scrutin. Et ensuite, on aura les joueurs eux-mêmes qui ont voté. 5 titulaires, 3 forwards, 2 guards. Et ensuite, on aura l'annonce des remplaçants. Là, sur les remplaçants, on n'a plus de choix. C'est dans les mains des entraîneurs, c'est dans les mains des forces supérieures. Là, on n'a plus rien à dire. Donc,
Je vous le remontre une dernière fois, les petites infos. C'est juste ici, vous pouvez aller évidemment sur le site de Trash Talk et sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, vous pouvez encore voter, n'hésitez pas, le tweet, je viens de le balancer sur le compte Twitter de Trash Talk, on en a parlé aussi sur Instagram, sur le site, etc. N'hésitez pas, voilà, vous avez vu, on a même mis un petit lien All-Star Voting Trash Talk. Voilà, moi j'ai envoyé des petites bêtises pour essayer de soutenir certains, notamment Alperen Sengun, Paul George qui est zinzin en ce moment, Shai qui va essayer de rattraper Stephen Curry, un petit peu de love pour Bam Adebayo, pour Paolo Banchero, voilà, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, vous avez encore 2 jours. J'en ai parlé avec la NBA il y a pas plus tard que ce midi. C'est ce jeudi ou c'est demain? Je crois que demain, le 19, c'est un jour vote contre triple. Donc là, il va falloir être présent. Et samedi, ça s'arrête. Voilà, exactement. Vendredi x3. Donc, attention, c'est triplé. Demain, c'est triplé. Si vous voulez envoyer des bêtes de vote pour votre chouchou, n'hésitez pas. Et donc, encore une fois, regardez l'impact que vous pouvez avoir. Bon, dans le front court de l'Ouest, excusez-moi pour l'expression, mais si vous votez Anthony Davis ou Kawhi Leonard, ça va un petit peu pisser dans l'eau, quoi. Pareil pour les fronts de court de l'Est. Ça a l'air quand même bien dirigé, cette affaire. Par contre, chez les guards, regardez. Est-ce que vous allez mettre du Shai ou du Steph? Ça, c'est une vraie grosse décision. Et puis... du côté de la conférence Est, est-ce que vous allez mettre du triangle ou du Damian Lillard? C'est à vous de déterminer l'avenir. Hein, on va voir. Moi, vous savez, comme évidemment, comme tout le temps, je vais voter pour Monsieur Trae Young. Et puis surtout parce que je pense qu'il fait une meilleure saison que Damian Lillard. Mais ça, après, c'est chacun son avis. Voilà pour les petits votes des All-Stars, donc à retrouver sur les 2 prochains jours. Tout petit sujet de discussion aussi dont je voulais vous parler, parce qu'on aime bien discuter aussi des choses qui sont tendances en cours ou dont j'ai pu entendre parler et j'aime bien en discuter avec vous un petit peu dans le chat, avoir vos retours. Et ceux qui sont évidemment en replay, n'hésitez pas à balancer votre avis complet dans les commentaires de YouTube. J'ai envoyé un mème tout à l'heure, voilà, juste sur mon cher entraîneur de Liverpool Club qui disait je dirais rien sans mon avocat. Nate Jones, qui est très respecté et réputé, notamment sur la couverture NBA depuis très longtemps, il a juste mis une petite boule de cristal. Hein. C'est pas du tout une affirmation, c'est un sentiment qu'il a. C'est selon lui, la NBA, bon, je le fais en anglais, après je vais vous traduire. NBA gonna shut down the social video free for all with their IPs as part of their broadcast deals. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, comme vous le savez, je vous remets la phrase comme ça, certains ont le temps. Comme vous le savez, on a une chance toute particulière en NBA. Et les gens qui apprécient la NBA, que ce soit média ou pas média, hein, je pense même les fans, c'est que on a la possibilité quand même de pouvoir partager pas mal de highlights. Je sais pas, est-ce qu'il y a des fans par exemple de certaines disciplines? Moi je le vois, je suis pas très foot par exemple, ou je suis pas très UFC, je suis pas très quoi d'autre, enfin je suis, hein, mais je suis pas non plus un fan extraordinaire, ou au taquet comme certains le sont. Je crois que par exemple dans le foot, dans certaines ligues, même dans pas mal de ligues, c'est compliqué de partager des highlights sur les réseaux sociaux parce que tu peux très très vite te faire strike. Voilà, certains disent la Ligue 1, c'est strike. Je sais que, je crois je sais pas pour le foot US. Je crois que que UFC, ça a un petit peu changé en évolution, mais je sais qu'avec le foot, c'est hyper compliqué. À l'UFC, on me dit c'est compliqué. Je regarde, ah bah salut copain crossover. Je vois qu'il y a qui d'autre qui me parle un petit peu de NFL complicado aussi. Aucune image de la Coupe du Monde de rugby, tout à fait, c'était très compliqué. La F1 est très stricte. Et donc, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet? Parce que moi je suis en totale transparence avec vous sur la façon dont on fonctionne et ce que je ressens sur notre couverture basket et sur l'évolution de la NBA en France et sur les autres pays dans lesquels vous êtes tous. Je sais qu'une des grosses fiertés que moi j'ai et que je pense la NBA a depuis longtemps, c'est qu'ils ont toujours eu cette politique de les fans sont les meilleurs avocats de la ligue et donc eux-mêmes vont générer de la visibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas un gars de la commu ou une nana de la commu qui voit un gros dunk de Ja Morant ou une action dingue de Wemby, ça partage et donc forcément ça donne envie de regarder. C'est ce qui fait que quand il y a des gens qui ont eu des Stephen Curry dans les années 2010 balancer des shoots de l'autre bout de l'humanité, et ben on était là genre OMG, ça va finir sur les réseaux sociaux. Je veux dire, Steph il a cassé Insta, Twitter, TikTok, comment ça s'appelait déjà? Vine à l'époque. Enfin voilà, c'était le truc à faire. Et la NBA depuis très longtemps, et d'ailleurs j'avais écrit un petit peu dessus dans le gros bouquin orange pour ceux qui l'ont pas, ils ont toujours eu cette politique-là.
je dirais la NBA à l'époque David Stern, pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, en Amérique du Sud, pour 1 000 $, il disait vas-y, prenez les droits. Prenez les droits, parce que en fait, vous allez diffuser de la NBA en masse, et donc le produit va devenir mondialement connu. Et pareil, je crois, en Asie, à la fin des années 80, début des années 90, David Stern, il envoyait des VHS. Enfin, c'était David Stern et son équipe. Balancer des VHS dans tous les sens. Et donc, du coup, pourquoi je vous montre ce tweet? Parce qu'évidemment, ce n'est pas une affirmation, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte assez particulier en ce moment, qui est celui de vous avez peut-être vu les infos passer, de renégociation et de rediscussion, notamment avec différents médias, différents diffuseurs, aux US, en Europe. Et nous, on a la chance d'avoir Bean notamment, qui fait un taf de fou dingue depuis plus de 10 ans sur la NBA en France, que ce soit dans les matchs en direct ou même les émissions auxquelles on a droit. Avec toutes les équipes évidemment de Marie, Rémi, Xav, Jacques, Chris, toute l'équipe de rédaction de Bean. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, vu que l'échiquier évolue un petit peu, ça va être hyper intéressant de voir comment ça se passe par la suite, parce que on va voir si la NBA décide de prendre cette route-là. La NBA, je veux dire, moi il y a plein de gens, ils matent pas la NBA, mais ils se tapent des highlights le matin parce qu'en fait la NBA autorise ce partage de highlights. Mais ça crée aussi vachement de chaînes pirates. Enfin, je veux dire, tu vas sur YouTube, aujourd'hui, si tu veux des reviews de 9 minutes d'un match, tu en as. Si tu veux des mixtapes et des highlights de certains joueurs, t'en as, mais il n'y a plus quoi savoir en foutre. On a même la possibilité de décortiquer. Il y a des gens, des analystes français qui font des fans qui font des palettes de jeux formidables, parce que notamment, il y a cet accès aux highlights. Et donc, je pense qu'on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines, parce qu'on est vraiment sur une évolution du marché. Et on parle tout le temps de triple-double ensemble, de victoires, de défaites, etc. Mais moi, j'aime bien aussi, comme vous le savez avec Alex, aborder ce type de sujet avec toute l'équipe de rédaction. Et donc, voilà, je pense que c'est à surveiller, parce que il se peut que cette espèce de paradis qu'on aura vécu pendant tant d'années... Ah bah oui, t'es pas le vrai crossover, bah c'est pas grave, la bise quand même aux copains du crossover qui font du très bon boulot, j'aime juste trop le nom, mais oui, incroyable la vidéo. Dans tous les cas, oui, c'est juste pour dire qu'il se peut que cette espèce de paradis qu'on a vécu pendant des années, qui consistait à renvoyer des highlights dans tous les sens. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont connu Trash Talk parce qu'on a balancé des punchlines sur des highlights dans tous les sens, que moi j'ai envoyé des conneries sur Twitter, sur Insta, etc. Faudra voir si ça peut durer encore longtemps. Peut-être que non, auquel cas il va y avoir des gros challenges pour pas mal de monde. Pour plein de créateurs de contenu qui n'ont pas forcément accès aux highlights ou qui se basent énormément là-dessus pour essayer justement de faire leur modèle, qu'il soit économique ou juste en termes d'autorité. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regarde un petit peu. Il y a une grosse restructuration du paysage des chaînes locales au sport aux USA. C'est tout à fait vrai. On a d'ailleurs des franchises de NBA qui commencent à sortir aussi de certains bouquets. On le voit, les Clippers qui veulent avoir leur propre mode de diffusion. On a d'autres franchises aussi qui ont envie d'avoir leur propre modèle de diffusion, pour sortir un petit peu de ce côté full NBA. Le League Pass, c'est vraiment top pour les résumés et tout. Bah moi, League Pass, je le ponce tous les soirs depuis des années, et les matins pour les replays, évidemment. Donc, sacré épine si ça arrive, ça c'est sûr et certain. En MLB, les Padres n'avaient plus de diffuseur l'an dernier. Gros problème, car MLB TV offrait plus de diffusion pendant un temps. Bah ouais, dans la plupart, en fait, des ligues, il y a des vraies évolutions, parce que on a aussi beaucoup changé. On regardait que la télévision dans les années 90 et 2000. Les réseaux sociaux débarquent, il y a des nouvelles règles qui arrivent. Sur TikTok, c'est un Far West absolu. Donc, je vais surveiller ça de près. Et puis évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, parce que c'est un vrai sujet de, tout simplement de consommation de fans, quoi. Voilà. À surveiller, messieurs, dames. On verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, on est là pour parler de trade deadline. Allez hop, 23h24, on va pouvoir justement se pencher sur toutes les petites rumeurs. Alors, pour être parfaitement précis, comme je l'ai dit en début d'émission, vous notez dans votre agenda, jeudi 8 février 2024, il y aura un live sur votre chaîne Twitch préférée. Il y aura Alex, il y aura très probablement Simon, ou en inversé. Comme ça, on fera un gros live made by Léonce. Jusque-là, il y aura plusieurs émissions. Il y a toutes les news à retrouver chaque jour et les rumeurs plus ou moins vraies sur le site de Trash Talk et sur les réseaux sociaux. J'aurai l'occasion à plusieurs reprises de faire des cafés pour décortiquer ça, soit ici, soit dans les poufs avec Alex. L'idée, c'est de faire le point sur la plupart des rumeurs. Je les ai donc envoyées sur Twitter pour ensuite apporter la version détaillée ici en live avec vous. Et puis ensuite, je prendrai un petit peu de temps
pour répondre à vos questions, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont des questions sur leur franchise, il y en a qui ont des questions sur un joueur en spécifique, mais il y aura aussi d'autres émissions pour parler de tout ça. Parce que si je faisais une émission qui contient les 30 équipes NBA avec toutes les rumeurs, j'en aurais pour 4h15. Donc autant que je fasse 1 heure maintenant, et puis on refera 1 heure une prochaine fois, et puis 1 heure, et puis 1 heure, et puis il va y avoir des updates forcément sur la plupart des dossiers. On commence avec Monsieur Evan Fournier, qui est donc, bien évidemment, oui, il y aura un live pour la trade deadline, je l'ai dit, donc ce sera le jeudi 8 février 2024. Monsieur Evan Fournier, comme je le tweetais tout à l'heure, un transfert d'Evan Fournier semble très probable d'ici le 8 février. Les Knicks, qui scannent actuellement le marché pour réaliser le meilleur deal possible. Bruce Brown, qui vient d'être récupéré du côté de Toronto, s'il devient disponible, pourrait devenir une cible prioritaire. On va probablement voir Evan Fournier dans une nouvelle franchise NBA. C'est un dossier à suivre. Alors bien évidemment, il n'y a rien d'affirmatif là-dessus. Je parle évidemment sous la conditionnelle en mode c'est très probable. Pourquoi c'est très probable? La situation actuelle des Knicks fait que concernant Evan Fournier, cet été, Evan Fournier a une team option. Ça veut dire que les Knicks peuvent choisir soit de le laisser vagabonder sur le marché des agents libres, soit de conserver son contrat pour l'intégrer dans un futur transfert. Et l'idée, c'est soit de le conserver par la suite pour l'intégrer dans un futur transfert, ou bien retirer ce souci de fit dans l'effectif et donc d'utilisation d'Evan Fournier avant le 8 février. C'est pour ça qu'on pourrait avoir, bien évidemment, un trade à venir concernant Evan. Je rappelle que son contrat est tout à fait transférable puisqu'il est à moins de 20 millions de dollars la saison. Et on n'a évidemment pas beaucoup de franchises qui sont sur le dossier parce que ça a été compliqué pour Evan. Déjà parce qu'il n'a pas été dans la rotation concrètement depuis plus d'1 an. Deuxièmement, parce que quand il était sur le terrain, ça n'a pas été extraordinaire, même en restant le plus professionnel possible. Ça a été compliqué pour lui de trouver son rythme, de trouver ses spots. Il y a eu des changements dans les line-up et donc forcément, ça a été dur au niveau de sa cote. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas 25 franchises qui tabassent le bureau de Léon Rose en disant « on veut absolument Evan Fournier ». Il y a d'autres joueurs des Knicks qui sont dans la discussion. On a parlé notamment de Quentin Grimes récemment, qui fait partie des joueurs qui pourraient être mentionnés dans de futurs transferts. Mais donc, les Knicks n'ont pas fini leurs affaires. Parce qu'on sait, New York, ils viennent de récupérer notamment OG Anunoby. Ils sont dans l'espoir de récupérer Mitchell Robinson d'ici la fin de saison. On a vu tout le taf formidable réalisé par Isaiah Hartenstein en son absence. On sait que tout ce qui concerne Julius Randle, on en reparlera plus tard. La base, elle est solide. Avec Jalen Brunson, avec Dante DiVincenzo, avec Josh Hart, avec tous les copains qui s'améliorent, Miles McBride notamment en premier, et tous les copains qui continuent à trouver leur place dans l'effectif de Tom Thibodeau. Moi, je pense que Evan Fournier va être transféré d'ici 3 semaines. Je le souhaite très fortement. Maintenant, je vous pose la question, s'il y avait une piste, parce que là, ça parle très clairement de Toronto, s'il y a Bruce Brown qui devient disponible, puisque je rappelle que Bruce Brown était à Indiana, a été récupéré par les Raptors, donc s'il y a un trade, ce serait notamment pour que les Knicks récupèrent Bruce Brown. Où est-ce que vous verriez idéalement Evan Fournier? Là, avant d'être potentiellement agent libre cet été, où est-ce que vous voyez Evan? Certains mentionnent un retour à Orlando, certains mentionnent une connexion française avec Wemby à San Antonio. À Détroit, je ne lui souhaite pas. Minnesota avec le poteau Rudy, ce serait extraordinaire. Evan au Pélican, pourquoi pas, pour apporter ce boost en sortie de banc. Même si les munitions sont déjà bien prises par d'autres copains. On me dit à Memphis, contre Jaren Jackson Jr., ça va être un peu compliqué. Du shoot à Denver, pourquoi pas, retour aux sources. Pour Evan à Denver, ce sera intéressant, lui qui a été drafté par les Nuggets. Chez les Lakers, ça pourrait le faire tout à fait. Les Bucks qui sont un petit peu bloqués, mais on surveillera aussi la situation, peut-être qu'il serait intéressé par le profil de Evan. Peut-être chez les Clippers. En effet, ça peut représenter une option dont Alex parlait dans le dernier apéro. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'on veut du temps de jeu, mais je le rappelle donc, c'est probable qu'on puisse avoir un trade, tout simplement parce que les Knicks sont en train de faire des big moves. On le voit là, avec ce qui s'est passé concernant RJ Barrett et Emmanuel Quickley, échangé contre OG Anunoby. Je pense que Evan va suivre, bien avant Julius Randle et Quentin Grimes. Après, je peux être surpris, mais en tout cas, c'est la première chose. Et je vois que vous êtes chaud aussi pour le retrouver. On veut voir Evan sur un parquet. Bordel! Hein? Oh! C'est la moindre des choses. On va changer d'endroit, on était à New York, on va aller du côté des Lakers. Les Lakers qui, comme vous l'avez vu, sont toujours, tout le temps, quoi qu'il en soit, dans les rumeurs de transfert. Là, la question, c'est de renforcer son backcourt avec des noms comme Tyus Jones, comme Colin Sexton et Dejounte Murray dans leur viseur. Les deux premiers
en l'occurrence Tyus Jones et Colin Sexton, sont bien plus faciles à obtenir sur le papier, en direct de Washington et de Utah, Dejounte Murray, à lui seul, pourrait imposer un deal de plus grande envergure, c'est-à-dire avec 3 équipes, gros contrat, longue durée, inclure des pics. Les Lakers n'ont pas trop de pics, donc ça veut dire que Atlanta, on va en reparler concernant Dejounte Murray, ils vont pas repartir juste avec Austin Reeves et mes beaux yeux, ça va être compliqué. Sexton est très apprécié côté Lakers. Maintenant, concernant nos amis les Lakers, il y a cette évidence concernant le souhait de renforcer le backcourt. Parce qu'il y a quelque chose qui est très compliqué du côté de Los Angeles, c'est que le pari qui a été fait pour le moment sur Gabe Vincent, on ne peut même pas compter dessus. C'est compliqué, c'est même pas contre Gabe Vincent, le mec il est blessé. Mais les promesses de cet été, qui étaient quand même extraordinaires, intégrer Gabe Vincent, le mec il a été avec le 8, ils ont été loin, patati patata, pour le moment c'est Walou. Et donc, les Lakers qui, comme je l'ai montré tout à l'heure, sont pas très bien classés, hein. Les Lakers qui sortent de finale de conférence et qui sont 10e avec un bilan à l'équilibre, même s'il y a des soirées qui sont un petit peu prometteuses, hier soir contre Dallas, la dernière fois contre Oklahoma City, le In-Season Tournament, ça reste un petit peu tâton par nos amis Lakers. Et ce qui pourrait les aider, merci le Mouloud pour le petit sub, ce qui pourrait les aider, c'est notamment de booster leur backcourt. Donc, Tyus Jones, Colin Sexton et Dejounte Murray. Il y a un garçon qui fait partie des gros noms, et je sais qu'il a été mentionné plus d'une fois, c'est Monsieur Zach LaVine, sauf qu'en l'état, Zach LaVine, plus il y a de gens proches du dos qui se rapprochent autour du même micro, plus la même phrase revient, ça semble quasiment impossible. Tellement peu probable. Zach LaVine, il y a eu plein de connexions qui ont été faites parce que c'est une star, parce que ça peut être trop bien, parce qu'il a joué à UCLA, du coup ses retours en Californie, etc. Non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Zach LaVine, il a un contrat qui est difficile à bouger. C'est vraiment chaud. Et donc, pour le moment, il n'y a aucune dynamique entre les Bulls et les Lakers pour un trade. Donc, voilà, comme on me le dit avec beaucoup de qualité dans le chat, les Lakers, ils ont un premier tour de draft 2029 en leur possession à transférer. C'est donc dans longtemps. Je ne crois pas que les Lakers vont bazarder ce genre d'asset futur contre un joueur seulement du niveau de Zach LaVine. No disrespect envers Zach, mais je ne sais pas si c'est ça qui va retourner la conférence Ouest. Et donc, on n'a pas pour le moment de traction et de dynamique entre les Bulls et les Lakers. C'est donc pour ça qu'il faudra peut-être un peu plus se pencher là-dessus. Est-ce qu'il y a un profil qui vous intéresse plus qu'un autre du côté de Los Angeles? Et si oui, quel trade vous feriez? Parce que Tyus Jones, on le sait, les Wizards, ils l'ont obtenu cet été. C'est pour essayer de l'échanger contre du first pick de draft. On sait qu'il y a d'autres noms qui ont été mentionnés. Voilà, du Malcolm Brogdon, on me dit. Il y a du Dejounte Murray comme c'est mis là. Il y a aussi du Terry Rozier qui a été mentionné. Faudra voir comment faire. Parce que Tyus Jones, ça peut être soit du petit contrat expirant, soit du pick de draft un petit peu second. On peut avoir Colin Sexton, on le sait, le Jazz et les Lakers ont déjà pu bosser par le passé, même si Danny Ainge à Utah est capable aussi de faire des petits vices, ça peut marcher entre les deux. On me dit Malcolm Brogdon, c'est vrai que ce serait une option formidable. Malcolm Brogdon, on va en reparler dans quelques minutes. Il fait partie de cette liste des guards qui sont disponibles là parce que Portland sent qu'ils peuvent récupérer des assets contre Malcolm Brogdon. Brogdon en sortie de banc ou même en titulaire aux côtés de LeBron et Anthony Davis, ce serait formidable. Mais il y a de la concurrence. On sait que les Knicks aussi sont dessus. On sait que d'autres franchises dont on va parler dans quelques minutes sont dessus. En tout cas, voilà pour nos amis les Lakers. Même si Dejounte Murray est très apprécié, j'ai envie de dire, surveillons le dossier, on va en parler dans quelques minutes, mais il faudrait beaucoup bosser côté Lakers pour récupérer Dejounte Murray, donc il faudrait très probablement 3 équipes, minimum. Sinon, vraiment, surveillez bien Tyus Jones, Colin Sexton notamment, et donc Malcolm Brogdon dont on a parlé. Zach LaVine, comme je le disais, c'est compliqué. Mes amis fans des Lakers, juste pour boucler la boucle, Darvin Ham est en sécurité à la tête des Lakers actuellement. Je sais, malgré les critiques qui sont faites à son endroit et de manière régulière, Darvin Ham, il est très soutenu, à la fois par Jeanie Buss, proprio, et Rob Pelinka, à la direction. Ce qui veut donc dire que eux deux, les deux Diarlo, ils veulent simplement voir l'effectif à 100%, j'en parlais à l'instant avec l'absence de Gabe Vincent, entre ses mains. La saison dernière, Darvin Ham, je sais, il y en a qui me mettent des non majuscules, non. Je sais, certains pensent que Darvin Ham n'a rien à faire ici, je comprends. Juste en l'état, Darvin Ham, il est arrivé en coach rookie, il les a amenés en finale de conférence. Avec des très gros transferts qui ont lieu à mi-saison, et on peut dire ce qu'on veut, mais ça a marché. Darvin Ham, il a appuyé sur les bons boutons, il a dit Steve Kerr, merci, mais c'est un jambon ce mec. Excellent. Excellent, je ne l'avais jamais entendu. Darvin Ham, c'est un jambon.
Non, en vrai, il a fait le boulot la saison dernière. Le mec, il a quand même dit, ok, bah Memphis, vas-y, on veut même pas entendre parler de vous, là, on va jouer physique, vous allez rien pouvoir faire. La battle face à Steve Kerr, c'était pas le gars du tout le plus expérimenté, mais il a pris les Warriors, il leur a retourné le bras, il a dit, c'est comme ça que ça se passe. Force est de constater. Et contre Denver, certes, c'est 4-0, mais c'était quand même assez compétitif. Et il y a des joueurs qui ont trouvé leur place. Il y a le développement d'Austin Reeves, il y a eu des choses, l'intégration de Jared Vanderbilt, il y a eu la façon dont D'Angelo Russell aussi a pu être parfois utilisé, ou même retiré du terrain quand il le fallait. Donc, moi je comprends qu'il puisse y avoir beaucoup de gens sceptiques concernant Darvin Ham, mais je comprends aussi que Ginny Buss et Rob Pelinka disent « Attendez, lol, moi j'aime bien, il y a des soucis, on dit c'est la faute du coach. » Ouais, enfin déjà, il faut qu'il ait son effectif à 100% et qu'on puisse lui donner un petit peu de temps, quoi. Parce que c'est quoi l'alternative? Vous avez quoi comme meilleur coach là tout de suite, la dispo pour changer la donne d'ici le mois de juin? Parce que Mike Budenholzer, il va pas tout changer là en l'espace de 3 semaines ou 6 semaines. Donc voilà, il faudra faire, voilà, Doc Rivers, allez-y, les rumeurs de Doc Rivers, on verra. Il va falloir rester patient. Oui, je sais, Doc Rivers. Vous voulez du Doc Rivers? Moi aussi. Pour la science et pour le divertissement, je veux Doc Rivers aux Lakers, mais on va attendre cet été tout ça. Là, Doc Rivers, il fait les commentaires à la télé. Ouais, j'ai hâte. Je veux juste le retour de Doc Rivers, juste tant que c'est pas dans mes équipes de cœur, je veux juste le retrouver en NBA. Juste, franchement, il nous manque, non, Doc Rivers? Il nous manque un peu, non? Moi, je trouve que c'était assez drôle. Allez, il va falloir faire avec Darvin Ham. Voilà, que vous l'aimiez ou pas, je pense que c'est bien de lui laisser déjà 2 saisons. Les gens disent, non, non, je vous déteste. Non, c'est bon, on a bien profité. Bon, allez, quand même. Doc Rivers, c'est des conférences de presse extraordinaires. Pour boucler juste l'histoire, parce qu'on parlait là des Lakers, je vous parlais de Zach LaVine à l'instant, il n'y a aucune dynamique de transfert autour de Zach LaVine. C'était un des gros noms, hein, Zach LaVine. Hein. Je sais que vous, notamment, on en a parlé pas mal sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, parce qu'en plus, les résultats des Bulls étaient incroyables. Les Bulls, résultats de zinzin en l'absence de Zach LaVine, tout va mieux, les meilleurs line-up de NBA, il y en a certains, ils sont Bulls sans Zach LaVine. C'était complètement fou. Le problème, c'est que Zach LaVine, aujourd'hui, il a une cote qui n'est pas assez bonne sur le marché. Que les résultats récents, justement, des Bulls ne vont pas dans son sens. Et que son contrat, eh ben, il freine pas mal d'équipes en NBA. J'avais même pas assez de place. J'aurais pu faire tout un pavé. Hein. En soi, je peux écrire 8000 caractères sur Twitter avec la petite certif. Mais j'aurais pu rajouter, il y a des équipes qui sont flippées par son contrat et flippées par le fait que ce mec se blesse aussi, mine de rien. Il a été pas mal blessé, Zach LaVine, hein, sur son début de carrière. Et donc, il va falloir voir comment ça se passe pour Zach LaVine et les Bulls. Mais le scénario le plus probable au moment où on parle, c'est qu'on va reparler de tout ça en juin. C'est compliqué. Après, je le répète, la trade deadline est le 8 février 2024. Elle sera commentée en direct sur la chaîne Twitch de Trash Talk. Notez-le bien. Mais c'est compliqué de dire actuellement que Zach LaVine va être transféré parce que c'est un contrat qui est hardcore. Excusez-moi, attendez, je vais vous montrer ça. Juste pour celles et ceux qui n'ont pas forcément tous les éléments en Bulls Salaries. Qui c'est qui va avoir mal aux yeux? Hein? Qui c'est qui... Oh my god! Zach LaVine, 40 millions cette saison, 43 millions la prochaine, 46 millions. Et ensuite, il y a une petite player option. Hein, c'est lui qui décide. À 49 millions de dollars. Waouh. Non, c'est violent. Je veux dire... Vous pouvez combiner Demar DeRozan, Lonzo Ball et je sais pas qui, que en fait c'est même pas ça, quoi. Donc exactement, comme le dit Ilas B, excuse-moi, je vois un petit peu de loin. Qui va trader pour Zach LaVine? Là en l'état c'est trop compliqué. T'as quoi comme garantie? Le mec il est blessé, les résultats de son équipe sont meilleurs quand il est pas là. Je veux dire, la cote est quand même pourrie. C'est pour ça que ça sert à rien de se dépêcher. Les Bulls ne sont pas dans le rush. On peut se retrouver cet été. Et si ça se trouve, Zach LaVine, détente, il te fait une fin de saison avec un match à 50 points, quelques efforts, 2 bonnes déclarations à la caméra et un clin d'œil au management en mode je suis prêt à faire le nécessaire pour être transféré et montrer des gros workouts de ouais je travaille à la machine, mon genou il est en pleine forme, et ensuite ça part. Mais moi je vois pas une équipe là, dites-moi, mais je vois pas une équipe être capable là soudainement de se dire eh ben allez, parce que c'est même pas un agent libre, il faut récupérer son fucking contrat derrière. Regardez tout ce qui est garanti quoi. C'est chaud. Oui, triangle contre Zach LaVine, Bastien, tu prends. Merci, mon cher Alacods. Non, j'aime beaucoup ce gag.
C'est un non ferme. Je prends le meilleur joueur de basket des deux. Et accessoirement, la meilleure arme offensive, et accessoirement, le mec qui a été le plus régulier, et accessoirement, le mec qui a allé le plus loin en playoff en étant à la tête de sa franchise. Enfin bref, me lancez pas sur Trae Young. Moi, comme Zach Lowe l'a dit récemment dans un de ses podcasts que j'ai beaucoup apprécié, Trae Young, il commence à être sous-estimé. Et franchement, moi, je vais rester dans ce coin-là, parce que ce mec est, bref, beaucoup trop fort. Allez, on va essayer de bouger sur le dossier, donc Zach LaVine, désolé, on en reparlera un petit peu plus tard. Et si ça change, eh bien bravo Bibi, j'aurais dit n'importe quoi. En parlant de nos amis les Bulls, il y a d'autres garçons qui sont disponibles. Je vous ai montré notamment les contrats, je vous les remontre là. Il y a notamment DeMar DeRozan qui va être agent libre cet été. On a aussi monsieur Alex Caruso qui a encore une année contractuelle, mais le contrat est magnifique. Regardez, 10 millions la saison pour un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA. Ce sont les Sixers qui feraient le pressing sur le dossier Alex Caruso en ce moment. Alors il y a Bojan Bogdanovic qui a été également mentionné. Mais je disais notamment que c'était difficile de réaliser des trades aisément vu la situation contractuelle à Philadelphie. Alors pour être parfaitement précis, parce que certains ensuite m'ont dit en commentaire, comment ça quand même à Philadelphie, t'as vu la flexibilité qu'on a, laisse tomber, on peut faire tous les transferts qu'on veut. Alors oui, pour être précis sur les termes. Hein, pourquoi est-ce que je dis la situation contractuelle elle est particulière de Philly? Parce que regardez qui est sous contrat long terme. C'est juste littéralement Caruso, là, il débarque à Philadelphie, c'est le mec qui aura le plus de longévité derrière Embiid, mais genre détente. Après, oui, en effet, t'as Paul Reed qui est là, et encore, c'est des années non garanties, et il y a évidemment Therese Maxey qui va se prendre une prolongation de zinzin. Mais voilà, comme certains le disent dans le chat, c'est du CDD. Cet été, il y en a, désolé, Nico va falloir renégocier. Covington, on va voir. Melton, on va voir. Marcus Morris, on va voir. Ça se trouve, il va bouger d'ici quelques jours. Tobias Harris, c'est 39 millions, on va évidemment rediscuter. Korkmaz, bye, on en parlait déjà la saison dernière. Daniel House, on va devoir rediscuter. Mo Bamba, out. Kelly Oubre, vous vous rendez compte, Kelly Oubre qui a été pris vraiment au minimum au buzzer. Pareil, Pat Bev, KJ Martin, tout ça, c'est du... Là, cet été, là, il n'y a plus que Embiid et Maxey qui sont encore sur place contractuellement. Donc c'est en ça que ça peut être compliqué de mettre en place un éventuel transfert. Et si ça se trouve, les Bulls seront très contents et diront, bah vas-y, envoie Marcus Morris, on va vous mettre quelqu'un d'autre dans le package, et puis voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est que les Sixers veulent encore plus améliorer leur force sur les ailes. C'est du 3&D ou du 3-OD. C'est-à-dire que là, en l'état, il y a Nico Batum qui rend bien des services, il y a Tobias Harris, mais il y a toujours besoin d'encore plus d'ailiers. Quand vous êtes dans la conférence Est et que vous voulez aller très très loin, il faut envoyer des gars sur Jaylen Brown, sur Jason Tatum, sur Donovan Mitchell, sur Jimmy Butler, sur Giannis, sur Chris Middleton, sur tous les mecs qui sont à droite à gauche. Franchement, sur les forwards, il faut avoir du stock. C'est ce qui s'est passé quand Golden State a gagné le titre et qu'ils avaient Andrew Wiggins, quand il était motivé, qui pouvait lock Jason Tatum et le mettre évidemment dans sa poche. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. J'ai pas vu, on me dit Grisou dans le chat. J'ai pas vu. Antoine est passé dans le coin? Non, ou peut-être pas. Ça peut lui arriver. En tous les cas, la bise à monsieur Grisou qui vient souvent regarder des allées café à qui j'envoie la bise. Ah, Griezmann qui crucifie. Oh d'accord, c'est Grisou qui voilà. Bon, je vous laisse les photos, moi je parle de la trade deadline. Ah oui, il joue. Oui, donc du coup il est pas sur les cafés. Allez, on enchaîne. Dans les autres petites rumeurs, donc pour enchaîner, Dejounte Murray qui fait partie des noms les plus mentionnés, notamment, comme on l'a vu récemment autour de Pascal Siakam et de OG Anunoby, on reparlera de Gary Trent Jr. aussi dans quelques minutes. Dejounte Murray, c'est un joueur qui a le plus de chances d'être transféré d'ici le 8 février. J'ai mis tout en haut de la pile les Nets parce que Brooklyn, petit à petit, ferait son chemin. Pareil, hein, ils vont avoir toute une section rien qu'à eux dans quelques minutes, comme une des équipes qui pourrait le plus animer cette trade deadline. Ils ont beaucoup de pièces à devoir échanger. Et j'avais besoin un petit peu de rappeler le contexte autour de Dejounte Murray. Dejounte Murray, qui a été mentionné aussi du côté de Philly, mais c'est compliqué à imaginer un trade avec les Sixers. Après, si ça se trouve, ça peut être les Sixers, hein, mais je suis pas certain. Dejounte Murray, il faut comprendre une chose. C'est important à chaque fois de capter les contextes des transferts pour savoir pourquoi on en arrive à une demande de départ ou à envisager un départ. Dejounte Murray jouait il y a quelque temps à San Antonio. À l'époque, à Atlanta, la direction, c'était Travis Schlenk, qui aujourd'hui est du côté de Washington. Dejounte Murray,
sur le départ du côté de San Antonio, mentionne à San Antonio son désir de vouloir partir. Les Spurs, qui respectent Dejounte Murray, disent « Tu sais quoi, ok, on va essayer de voir s'il y a une franchise qui aurait besoin notamment de tes services pour rassurer ta star, Atlanta, Trae Young, et nous on récupérera du pic de draft, comme ça tout le monde il est content, est-ce que ça te va ?» Oui, allons-y. On a découvert, lorsque les Hawks ont fait le transfert, que Travis Schlenk n'était pas du tout d'accord avec ce transfert. Et c'est ce qu'on a découvert par la suite, puisque Travis Schlenk, il a été remercié, merci, au revoir, et qu'aujourd'hui, c'est Landry Fields et Kyle Korver qui dirigent la maison du côté d'Atlanta. Le transfert de Dejounte Murray à Atlanta, c'est quelque chose qui a été acté par, en partie, le fils du proprio Tony Ressler des Hawks, qui a dit « Non, mais t'inquiète, moi je suis chaud, c'est sur Dejounte qu'on y va, let's go, c'est parti, et on va se faire plaisir. » Et donc du coup, Landry Fields et Kyle Korver, qui sont à la direction des Hawks depuis quelques mois, qui ont ramené notamment Monsieur Quinn Snyder, qui ont fait quelques moves assez intéressants, eh bien, on voit que ce qu'ils ont voulu faire, c'est tout de suite verrouiller le contrat de Dejounte Murray en lui mettant une prolongation cet été, hein, une prolongation tout à fait honnête, je crois que c'est 100 millions de dollars, ou 100 millions de dollars, je crois, sur 4 ans, histoire d'avoir quand même quelque chose d'assez joli et en leur possession, et ensuite de transférer Dejounte Murray dans un autre endroit. Donc c'est pour ça que, même s'il a été énorme hier encore au buzzer contre Orlando, Dejounte Murray, c'est très possible qu'il se barre. Seule chose que Atlanta essaye de faire en ce moment, c'est essayer de récupérer des pics de draft, parce qu'ils en ont quand même lâché un paquet face à Dejounte Murray pour les Spurs, 3 futurs first picks qui sont tombés à San Antonio. Et donc dans les équipes qui ont été mentionnées, eh bien on a du Brooklyn Nets, qui pourrait être dessus, les Lakers, j'en parlais il y a quelques minutes, les Knicks, qui ont toujours été autour de Dejounte Murray, mais on pourrait peut-être y revenir cet été, et les Spurs, qui ont été mentionnés également, mais comme je le soulignais bien, attention à Brooklyn. Alors oui, il y a en effet les Spurs qui ont été mentionnés pour un éventuel retour. San Antonio ne leak pas grand-chose, hein, donc je pense que pour le moment, c'est plus le fait de coudre des petits trucs à droite à gauche et le fait que les Spurs ont besoin d'un meneur un peu d'expérience et que la franchise de San Antonio apprécie Dejounte Murray pour tout ce qui s'est passé jusqu'ici et que lui et Pop peuvent continuer à bien s'entendre. Donc voilà, on va voir. Mais si ça se trouve, les Spurs vont faire « Merci pour les 3 pics, maintenant on récupère Dejounte Murray. Vous allez prendre Doug McDermott, Cedi Osman et puis c'est tout. » C'est tout à fait possible. Et Atlanta se fera avoir, mais ce sont aussi les jeux des changements de management. Donc voilà, à voir. Vous, Dejounte Murray, je vous pose la question, si vous le voyez dans une autre franchise qu'Atlanta, merci Floland, continuez comme ça, et ben on va continuer comme ça. Dejounte Murray, vous l'envoyez où? C'est chaud quand même, Dejounte Murray. Ouais, il y a déjà 5 franchises différentes. On me dit les Hornets, Brooklyn, les Spurs, les Rockets. On me dit les Bucks, les Nets, le Heat. Ah bah c'est sûr, le Heat serait formidable. Mais est-ce que le Heat va avaler ce genre de contrat? Je suis pas sûr. Potentiellement, hein, ça peut. Hein. On revient en tout cas avec du Toronto, avec Scotty, on me dit. Orlando, on a besoin de meneurs. C'est vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de meneurs shooters aux côtés de Paolo Banchero et Franz Wagner? C'est peut-être pour ça aussi qu'on reparlera de Markelle Fultz. Attention, peut-être que Markelle Fultz n'est plus autant en odeur de sainteté à Orlando. En tous les cas, ça va être un des plus gros noms à surveiller sur les 3 prochaines semaines, Dejounte Murray, parce que oui, comme je vous l'ai expliqué avec le contexte, c'est pas le management d'Atlanta actuel qui a décidé de le ramener, c'est plutôt le fils du proprio qui a fait « je veux me faire un kiff, je veux le mettre sur mon LinkedIn ». Voilà, merci pour cette fameuse collaboration triangle Dejounte Murray, qui n'a pas été extraordinaire, hein. On va pas se mentir. Jusqu'ici, il y a quelques highlights, des ballons sur la tête, des humiliations, mais sinon... pas génial. Atlanta qui, comme on l'a dit, est extrêmement agressif. Les seuls joueurs qui semblent intouchables aujourd'hui à Atlanta, c'est Trae Young et Jalen Johnson. Jalen Johnson qui fait partie des joueurs potentiellement Most Improved Player parce que la progression est réelle. Il a pris le spot de John Collins et il est en train de nous faire une saison de zinzin en progressant dans tous les aspects du jeu. Maintenant, hormis lui et Trae Young, tout le monde est dispo. Si vous voulez Bogdan Bogdanovic et Clint Capella, sachez que vous n'êtes pas les seuls et qu'ils sont beaucoup mentionnés en ce moment. Si vous voulez du DeAndre Hunter et du Saddiq Bey, c'est aussi tout à fait envisageable. S'il y a des gens qui veulent d'autres jeunes dans le coin, n'hésitez pas. Je le répète, Atlanta est sur un nouveau management depuis 13 mois. C'est l'ancien management qui s'est occupé notamment d'envoyer cette équipe en finale de conférence. C'était Travis Schlenk avec Nate McMillan, c'était il y a une éternité. Tous les choix de Bogdanovic, de machin, de trucs, tout ça, ça a été fait par eux. Après, il y a des prolongations de contrats qui ont été faites, notamment par Landry Fields. Mais l'idée, c'est quand même de nettoyer au maximum. Donc, on verra. Mais Atlanta et Brooklyn font partie de ces équipes qui pourraient grandement animer la trade deadline du 8 février 2024 parce que
il y a le désir. Bah de changement aussi, parce que si vous voulez, quand vous démarrez une saison, vous êtes là genre, allez les gars, on a Quinn Snyder, let's go. Et qu'en fait, à mi-parcours, t'es 10e. Ils sont même pas à l'équilibre, regardez les Hawks. Et c'est pas comme s'ils avaient eu 14 500 blessés. Les mecs, ils ont du Trae Young, Dejounte Murray. Certes, il y a du DeAndre Hunter qui a été blessé, mais t'as Capella et Okongwu qui sont là. T'as Saddiq Bey qui envoie nimp. T'as AJ Griffin qui est pas utilisé. Enfin, voilà, il y a un truc qui va pas. Donc Atlanta a surveillé très très fort. Est-ce qu'il y a des fans des Warriors dans le coin? Est-ce que vous connaissez monsieur Andrew Wiggins? Andrew Wiggins, qui est un nom qui circule énormément en ce moment. Comme je le disais tout à l'heure, on prendra quelques minutes pour que je puisse répondre à un maximum de vos questions. Et il y aura d'autres Allez Café dédiés à la trade deadline. Andrew Wiggins, nom qui circule beaucoup. Golden State, cependant, n'est pas dans le rush. Il a un contrat qui est assez facilement transférable. Et on a vu l'évolution de Jonathan Kuminga récemment, qui s'est plaint de son temps de jeu, blablabla. Qui fait notamment que monsieur Andrew Wiggins est dans les joueurs qui pourraient bouger. Alors, petit contrat, Andrew Wiggins. 24 millions cette saison, 27, 28 et 30 millions. Pour un joueur de 28 ans, qui aura donc 32 ans avec une player option, qui a montré qu'il pouvait être un solide défenseur et un joueur quasi level All-Star, Wiggins, ça se discute. Mais attention, parce que si tu fais des moves un petit peu comme ça soudain, ça peut annoncer vraiment la fin d'une ère totale à Golden State. Soyons très clairs. Je veux dire là, si tu commences à te débarrasser de Jordan Poole et d'Andrew Wiggins en l'espace de 6 mois, pourquoi pas, hein? Mais il faut être juste sûr du plan. Et c'est probablement la question mystère qui anime le plus de managers en ce moment hors Golden State, c'est que va-t-il se passer avec les Warriors? Parce que regardez, je vous remonte les contrats. Vous avez du Steph qui est encore présent. Vous avez Draymond qui a été prolongé. Vous avez Wiggins qui est là. Clay, attention, on en a parlé l'été dernier. C'était pas sûr que Draymond reste. Il est resté. C'était notamment la transition Bob Myers avec Mike Dunleavy. Est-ce que Klay Thompson sera encore chez les Warriors la saison prochaine? Je suis pas sûr du tout. Mais alors, pas sûr du tout. Ou alors faudra une sacrée ristourne. Gary Payton 2, on le sait, c'est du bargain aussi. Kevin Looney. Kuminga, il y a un moment où il va demander une prolongation de contrat. Pareil pour Moses Moody. Et donc du coup, ça commence à sentir vraiment pas bon quoi pour Golden State. Qui a été jusqu'au bout du bout. 2022, les mecs qui récupèrent une bagouze formidable et tout à Boston. Ils ont essoré l'éponge au max. Mais là, actuellement constitué, bah, y a des, je sais plus qui c'est, quel insider là qui disait que honnêtement aujourd'hui, entre être à la direction des Warriors, à la direction des Lakers ou à la direction des Suns, le poste que le moins de gens veulent là, c'est le poste des Warriors. Franchement, c'est trop hardcore. Donc c'est pour ça qu'à Golden State on se pose des questions, notamment sur monsieur Andrew Wiggins. Il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Moi j'en parlais un petit peu dans l'apéro, j'avais déconné un petit peu, j'avais juste tâté un petit peu du bout du bâton l'affaire Thunder pour voir si c'était le genre de merci Ninlo pour le petit sub. Et en effet, vive la trade deadline du 8 février. On a hâte de se voir ce jour-là. J'avais parlé du Thunder qui pouvait être intéressé. Il y a plein de franchises. Tiens, je vous pose la question. Si vous non, c'était pas Anthony Slater qui parlait de ça, c'était un autre insider. Si vous voyez Andrew Wiggins dans une autre franchise, c'est laquelle? Andrew Wiggins, ailier, 28 piges, défensif, pas régulier en attaque, mais qui peut aider les Sixers, carrément, les Cavs, carrément, les Pacers, évidemment. Enfin, en gros, le profil Wiggins, voilà, les Mavs, pareil. Enfin, le mec, il peut jouer partout. Partout. Les Rockets, bon, maintenant, le spot, il est un petit peu pris, mais Cavs à fond. Là, tu mets Andrew Wiggins. Le front de court Andrew Wiggins, Jarrett Allen et Evan Mobley, là. Je pense qu'il y aura des assassinats. Les Nuggets, mais bon, ça va, ils ont déjà Aaron Gordon. Moi, je trouve que OKC devrait y aller. Mais ça veut aussi dire lâcher certains gars ou certains pics, et peut-être que Sam Presti n'a pas très envie. En tous les cas, il n'y a pas de rush côté Golden State. Il y a juste cette situation autour de Kuminga qu'il faut surveiller, parce que Jonathan, il a besoin de minutes de jeu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les minutes Kuminga et Wiggins ensemble ne fonctionnent pas, et que j'ai du mal à avoir un avenir dans lequel les deux garçons sont là à Golden State.
Il y a un truc qui m'a fait de la peine, je crois en début de semaine, là, quand je revoyais les Warriors, là, c'est à quel point André Iguodala me manque. Franchement, Iggy, il a pris sa retraite. Iggy, il a vu le bordel à venir et il a fait « je dégage de ce merdier ». Et Iggy, il était extraordinaire dans la stabilité des Warriors. Il a fouetté, mais Wiggins d'une force pour que le mec devienne ce All-Star et ce gars qui défend le plomb sur Tatum en finale NBA. C'était quasiment en effet un autre coach hein, avec Steve Kerr. Et franchement, là, quand je vois comment ça se passe avec Kuminga et Iguodala et Wiggins, franchement, tu mettrais Iggy là, dans le vestiaire, là, tu dirais, mais vas-y, c'est bon, règle-nous ça, quoi. C'était le phare, exactement. Tristesse de ne pas l'avoir. Dans tous les cas, Andrew Wiggins à surveiller dans les prochains jours. Attention, contrat hyper facile à transférer et beaucoup d'équipes intéressées. Ce sera peut-être l'occasion pour Mike Dunleavy de frapper encore fort, lui qui nous avait quand même lâché Jordan Poole à un moment particulier l'été dernier. Passage par Utah, le Jazz qui fait partie des équipes très très intéressantes à la fois récemment sur les parquets et en amont de la trade deadline. Pourquoi? Parce que si vous ne connaissez pas la NBA depuis très longtemps, la trade deadline, Danny Ainge time. Et donc ça veut dire qu'à la direction de Utah, on va pouvoir commencer à écorcher vif certains managers adverses. On l'a vu l'année dernière. Lorsqu'il a été question de transférer certains joueurs, lorsqu'il y avait du Pat Beverley qui avait été récupéré, ou du Westbrook, allez-y, on veut récupérer du pic. Ah bah tiens, les Bulls, ils veulent Rudy Gobert, bam, voilà comment ça va se passer. Donc, concernant Lauri Markkanen, énormissime, comme d'habitude, lorsqu'il joue, eh bien Danny Ainge a fait comprendre à tout le monde, si tu décroches le téléphone et que tu me dis que t'as pas moins de 5 premiers tours de draft plus une star, ça sert à rien. Le mec en égo, il est incroyable. Et donc, ça va être compliqué de détacher Lauri Markkanen de Utah. Pareil, hein, ils ont encore du temps, hein, je crois. Hein, je vais regarder au niveau contractuel. Bougez pas. Qu'est-ce que ça donne au niveau contractuel? Vous voyez Lauri Markkanen? Putain. Lauri Markkanen, il fait tout son taf là pour 18 millions. Là. C'est d'une méchanceté. 26 ans. Lauri Markkanen, là, putain, c'est d'une violence. Lauri Markkanen, il tourne à... Sur les deux dernières saisons, là, il est entre 24 et 25 points avec 8 rebonds. Il envoie 88% de ses lancers francs. Il est à 40% à 3 points. Il est à 50... En gros, il est en 50, 40, 90. Tout ça pour 18 millions de dollars. Et vous pensez que Danny Ainge va le lâcher contre Peanuts? Non, mais c'est incroyable. Il y a d'ailleurs eu quelques murmures de est-ce que OKC allait se positionner dessus. Genre Markkanen à OKC. Contre genre un package de zinzin envoyé par Presti. Parce que si tu mets Chet Holmgren, Lauri Markkanen pour Space avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, à vous la baille. Mais je crois que ça sera rediscuté un peu plus cet été. Donc pour le moment, très compliqué d'aller chercher Monsieur Lauri Markkanen, qui est extrêmement fort. Par contre, il y a un garçon qui est disponible. Et c'est Kelly Olynyk. Oui monsieur, allez bébé. Kelly Olynyk a le plus de chances d'être transféré par le Jazz d'ici le 8 février. Il y a les Clippers et les Celtics qui ont été mentionnés sur le dossier depuis, je le dis bien, quelques mois. Parce que bosser la trade deadline, c'est aussi revenir, comme vous savez, je vous le répète souvent, plusieurs semaines et mois en arrière. Les Celtics sont dessus évidemment, les Clippers sont dessus évidemment, des équipes contenders qui veulent ajouter son expérience, c'est sûr. Un mec comme Olynyk, il débarque demain matin dans n'importe quel effectif et ça passe. Regardez comme il est beau là, regardez ce charisme. Encore une fois, il va falloir discuter avec Danny Ainge. Donc si vous êtes les Clippers ou les Celtics, il va falloir lâcher du jeune talent ou du pick de draft contre Kelly Olynyk. Kelly Olynyk qui a combien? Attendez, je barre la tête. 12 millions. Mais ouais, mais 12 millions pourquoi en plus? C'est parfait ça qui est unique. C'est du passage en force provoqué, du spacing à 3 points. Il a combien? Il a 43% cette saison. Voilà. 8 points, 5 rebonds, 5 passes. Qui est unique, il a 8 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne. C'est un truc de ouf ça. Depuis quand il a 5 passes de moyenne? C'est incroyable. Avec 55% de réussite au tir, que des choix intelligents, 86% de réussite au lancer, 43% à 3 points. Voilà. Moi, je le sens bien pour Boston. C'est sûr. Vas-y, Brad Stevens, fais-nous la spéciale. Mais qui est unique, fait partie des joueurs à surveiller avec Colin Sexton. Hein,
Et John Collins également, qui a été récupéré donc l'été dernier en rab parce que les Hawks justement faisaient du discount. Mais je suis pas sûr qu'ils vont le garder très très longtemps s'il barre la route de Taylor Hendricks et tous les jeunes qui se développent. Voilà. Est-ce que Boston a les moyens de le faire venir? Boston a toujours les moyens de le faire venir. Je crois qu'il y a aussi des trade exceptions du côté de certaines franchises, hein, notamment Boston, notamment Atlanta aussi qui est là-dedans. On a des franchises comme ça qui ont des exceptions et qui donc peuvent absorber un petit peu plus les gros contrats. Après, côté Boston, encore une fois, si t'es de Utah, la question avec Utah, c'est pas de leur... Déjà, c'est Danny Ainge et Boston, donc tu peux discuter plein de choses, parce que c'est quand même un ancien de la maison. Et ensuite, je pense que c'est surtout du pic avec peu de protection. Et auquel cas, Boston devra peut-être sacrifier certaines choses. Mais Boston, désolé, on est à mi-saison, ils sont invincibles à domicile. Ils visent le titre plus que jamais. Ils ont un effectif de zinzin. Je suis désolé. Si là, tu dois sacrifier un futur premier tour de draft pour avoir Kelly Olynyk et avoir 99% de chance d'être bien si tu es en finale NBA, tu le fais le move. Tu travailles toute ta life pour être la meilleure équipe possible. Prends Kelly Olynyk. Et tu compteras après les regrets. Mais il faut pas faire le petit bras, quoi. Les débuts de Bruce Brown ce soir avec Toronto, formidable, contre Chicago. On surveillera tout ça. Pour finir, évidemment, tout ce petit point trade deadline, puisqu'il me reste encore quelques infos et après je fais du Q&A. Côté OKC, je sais pas s'il y a du fan du Thunder qui sont dans le chat ici présent, mais il n'y a pas de transfert de prévu. Côté OKC, la saison pour le moment exceptionnelle. Du Thunder pourrait pousser en soi au renforcement. Il y a plusieurs gens, observateurs qui ont dit ah, quand même ils sont trop forts, c'est maintenant ça se trouve leur fenêtre, let's go, faut aller chercher de la star. Mais non, Sam Presti, il a notamment laisser circuler le fait qu'il voulait donner une vraie chance à ce groupe et qu'il fallait donc le tester en playoff avant de réfléchir à quoi que ce soit. C'est assez logique bien évidemment. S'il y a des trades possibles à faire, c'est à la marge, notamment avec Davis Bertans, qui est donc un contrat mort dans la rotation du Thunder. Je vais regarder encore une fois les... Faites voir là si je mets OK ici. OK ici. Ouais, Bertans, c'est le deuxième joueur le mieux payé du Thunder. Il y a Shai et ensuite il y a Bertans. C'est violent, hein. Avec 17 millions, sachant que l'année suivante, elle n'est pas garantie. Donc c'est maintenant que ça se passe pour Davis Bertans. Donc peut-être qu'il y aura un trade là dans les jours à venir de Davis Bertans, mais sinon, t'as pas... Voilà. Faut donner en continuité. Et j'avais eu notamment l'occasion d'en discuter avec Andrew Schlecht, qui est donc un éminent suiveur du Thunder et qui couvre cette franchise merveilleusement. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est cette saison, on teste ce groupe. Et vu comment le test est en train d'être concluant, on va pas commencer à péter les boulons alors que les mecs sont bons sur 40 matchs, quoi. Donc voilà, à surveiller pour le Thunder. Mais gardons en tête certains noms, là que j'ai mentionnés, Lauri Markkanen, Andrew Wiggins, d'autres gars qui ont pu être mentionnés à droite à gauche, pour entrer dans les besoins. De toute façon, c'est simple, pour jouer au Thunder, il faut que tu puisses poser le ballon sur le terrain, comme on dit. Donc Markkanen et Wiggins sont capables, c'est-à-dire que s'il y a un défenseur qui vient vers toi, si tu fais une feinte et que tu peux pas dribbler derrière, t'as rien à foutre à OKC. Voilà, donc ça se voit dans leur recrutement, ça se voit dans les joueurs qu'ils ont pris, et ça se voit dans leur efficacité offensive. Donc, à surveiller avec, bien évidemment, le patron, Monsieur Sam Presti. Ah là là, quel charisme. Sur les postes d'arrière, je vous parlais tout à l'heure de certains garçons aux côtés des Lakers, mais il y a du monde qui est sur le poste d'arrière et ce souhait mène, poste 1, poste 2, de vouloir renforcer leur banc. Knicks, Lakers, Wolves et Heat, notamment, tournent autour de ces 5 joueurs. Ce sont des noms qui sont revenus au fur et à mesure. Terry Rozier, côté Charlotte, Malcolm Brogdon, côté Portland, très très apprécié par la twittosphère, Colin Sexton, du côté de Utah, rempli de talent, Tyus Jones, un des meilleurs ratios passes décisives, balles perdues de toute la NBA et de l'histoire de la NBA, et Alec Burks, qui a fait le plaisir des Knicks à la belle époque et qui aujourd'hui est en train de se tailler les veines à Détroit. On a donc ces 5 joueurs, ils ne sont pas seuls, il y en a d'autres aussi qui vont être dans la discussion, mais ce sont quand même des noms à surveiller de près parce que pour les Knicks, l'idée est claire, tu as perdu Emmanuel Quickley. Tu as gagné Oji Anunoby, mais tu n'as plus ce même impact que tu voulais avoir et cette assurance en sortie de banc malgré les beaux progrès de Miles McBride. Donc, les Knicks voudront certainement se pencher, comme on l'a dit, sur des garçons comme Monsieur Malcolm Brogdon ou comme je l'ai dit là du Dejounte Murray. On sait que les Lakers, j'en parlais tout à l'heure,
aimerait bien notamment se renforcer sur le poste de meneur, à voir ce que ça va donner. On sait que les Wolves sont pas contents, on en reparlera dans quelques minutes, de l'affaire Shake Milton, c'est-à-dire de la signature de Shake Milton cet été et donc de l'apport qui est quasi nul de Shake Milton derrière McConley. Il faut un joueur solide derrière le poste 1, combo garde, derrière McConley à Minnesota, les Wolves qui sont premiers de l'Ouest. Donc il faut être bien armé au moment où les playoffs démarrent. Pareil pour le Heat on le sait, à chaque fois qu'on se ramène un petit peu aux alentours du mois de février, il y a des petites rumeurs, notamment sur le poste 1, il y en avait eu sur Kyle Lowry, il a été conservé, c'était évidemment ce qu'il fallait faire. Mais l'année dernière, tu avais Gabe Vincent, là c'est un petit peu plus compliqué. Certes, tu as Tyler Hero qui est là et qui peut t'aider dans bien des situations et qui est clutch à de nombreuses reprises et qui a cette capacité de création pure, mais un vrai backup meneur, un gars qui peut vraiment faire le travail, ça peut être notamment du Malcolm Brogdon. D'ailleurs, j'en profite pour le dire pour mes amis fans de Portland et j'en reparlerai en détail dans une autre émission. À Portland, même s'il a été mentionné qu'il y a du Jerami Grant aussi qui est disponible, et on va en parler dans quelques secondes, entre Jerami Grant et Malcolm Brogdon, c'est beaucoup plus Brogdon qui est transférable là prochainement de par la réduction de son contrat, puisque Jerami Grant a été prolongé cet été par les Blazers, et puis aussi par la présence, tout simplement. Ils apprécient beaucoup Malcolm Brogdon, mais tu sens que là, il y a quelque chose à faire en termes d'assets, en termes de retour de pic de draft dans une reconstruction en cours du côté de Portland, alors que Jerami Grant, c'est un petit peu plus compliqué. Il a de la valeur, certes, mais plus difficile à transférer quand même. La demande est un peu moins forte. Donc, voilà pour ces joueurs. Et évidemment, il y a plein d'autres franchises qui seront positionnées sur eux. J'en profite pour basculer juste sur les forwards, parce que là, je vous ai parlé de la main. Il y a aussi le poste 4, 3-4. Regardez ces noms qui circulent de plus en plus. Jerami Grant, je vous en parlais à l'instant, Dorian Finney-Smith, côté des Nets, PJ Washington, côté Charlotte, Andrew Wiggins, je vous en parlais là, et Kyle Kuzma. Deux franchises à surveiller fort, Dallas et Sacramento. Ce sont des franchises qui sont souvent mentionnées pour essayer d'améliorer ce poste de forward. Des profils simples, on le sait, Dallas, Dorian Finney-Smith, à partir du moment, salut Dallas Mass France, à partir du moment où DFS a été transféré de Dallas, il y a eu un trou dans l'aile réel. Et donc il ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir récupérer Dorian Finney-Smith. Il y a eu aussi des petites rumeurs sur du PJ Washington, pourquoi pas. On sait qu'à Sacramento, pendant un moment ils étaient sur Pascal Siakam. Désolé, il est plus disponible. Du coup, est-ce que ça bascule sur du Kyle Kuzma? Notamment, on le sait, les Wizards ont Kyle Kuzma, ils l'ont prolongé cet été. Pourquoi? Parce que quand tu te ramènes à la trade deadline, du coup tu peux le transférer contre du beau pick de draft. Est-ce que les Kings vont lâcher ça? Est-ce que Sacramento se dit D'Aaron Fox, Malik Monk, Domantas Sabonis, et puis un petit Kyle Kuzma, on va peut-être secouer une partie de la conférence Ouest. Ça se discute, ça sera une machine offensive extraordinaire, en défense un peu moins. Mais on va voir. On va voir ce que ça peut donner, bien évidemment, pour nos amis les Kings et les Mavs. D'autres franchises seront à surveiller autour de ces dossiers, parce qu'on le sait, des 4 dans ce registre-là, c'est forcément très intéressant. Et voilà, on me dit fan des Mavs à fond pour Jerami ou pour Dorian Finney-Smith. Ben oui. Eh oui. Parce que Dallas aujourd'hui, si vous voulez taquiner justement les Clippers, là, les Nuggets, le Thunder et les Wolves, il faut amener du gros soldat aux côtés de Kyrie Irving et de Luka Doncic. Il leur manque pas grand chose à Dallas pour être vraiment terrifiant. Derek Lively, Luka Doncic, Kyrie Irving et un 3 et un 4 qui savent bien défendre et rentrer les 3 points. C'est chaud. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au minimum là avec Derrick Jones Jr. et la tentative autour de Grant Williams. Mais il faut. Royce O'Neal, on va y venir dans quelques minutes, je vois que ça en parle dans le chat. Donc voilà un petit peu pour les forwards. Indiana, que vous avez notamment suivi hier soir avec moi sur le dossier Pascal Siakam, n'aurait pas fini évidemment ses affaires sur le marché des transferts. Buddy Hield est disponible, mesdames et messieurs. On y va sur Buddy Hield. Si vous voulez un des meilleurs snipers à 3 points qui ne défend pas et qui court comme un poulet sans tête, n'hésitez pas, Buddy Hield, il est dispo. On va voir s'il y a des franchises qui veulent le récupérer, mais Indiana continue à peaufiner son effectif. Ils ont récupéré Pascal Siakam. Ils ont un quatuor réel avec Bénédicte Mathurin, Miles Turner, Tyrese Haliburton et Pascal Siakam. Ils ont des gens à développer, comme Jarras Walker notamment, comme Andrew Nembhard et évidemment comme Aaron Nesmith. Mais Buddy Hield, c'est plutôt un joueur qui est vétéran et à récupérer. Voilà, faites ce que vous voulez. Je regarde juste un peu les finances d'Indiana, je crois que c'est très très clean. De souvenirs. Bon, là, elles sont pas mises à jour, mais tu as besoin. En gros, tu as Pascal Siakam là, qui est ici.
Mais t'as Miles Turner qui a... Ouais, c'est propre. 20 millions, 19 millions donc Buddy Hield, ça dégagerait. Et derrière, t'as que des gars, c'est du petit. Hein. Tyrese, là, ça va passer à 35 millions la saison prochaine. Mais sinon, après, c'est des mecs... détente, quoi. Détente. Détente. Donc voilà pour Indiana. Si vous voulez récupérer Buddy Hield, c'est maintenant que ça se passe. Et donc, je garde le meilleur pour la fin. Bien évidemment. Je vous parlais très rapidement là de Shake Milton, ça c'est pas du tout le meilleur pour la fin. Les Wolves qui vont vouloir renforcer leur backup à la main derrière McConley à surveiller fort. Je vous ai balancé plein de noms sur les postes de guards. Je pense qu'ils rêvent de Tyus Jones et que c'est tout à fait faisable. Mais pour ça, il va falloir faire des sacrifices, mes amis les Wolves, et dans le management. D'ailleurs, on reparlera des finances des Wolves parce que ça c'est autre chose. Je garde le meilleur pour la fin, mes amis, les Nets. Les Nets qui étaient de passage à Paris il y a quelques jours. Moi, j'avais pu notamment un petit peu creuser à droite à gauche ce qui se passait en ce moment sur cette franchise. Je retourne les voir dans quelques jours. Je serai à Brooklyn pour aller voir les Nets, notamment dans le cadre du voyage Trash Talk. Hein, hyper excité à l'idée de partir avec 70 zinzin pour aller voir notamment du match chez les Nets et chez les Knicks. Et donc, on va voir ce que ça va donner, mais très probable qu'il y ait du nettoyage. Attention à Sean Marks et les Nets. Attention, les résultats sont terribles. Jacques Vaughn est paumé comme jamais. On a vu des rumeurs sur tout et n'importe quoi. Spencer Dinwiddie n'est même plus utilisé dans les fins de match et encore heureux. Royce O'Neal n'arrive pas à trouver son rythme, bien évidemment. Dorian Finney-Smith, qui est hyper désiré et dont le profil ravit bien des équipes, pourrait rejoindre un contender. Même Nick Claxton a été mentionné. Bien évidemment du Ben Simmons. En gros, qui est vraiment intouchable du côté de Brooklyn? Mikal Bridges, Cam Johnson, et après, franchement, même Cam Thomas. Franchement, si Cam Thomas il est transféré dans les 3 prochaines semaines, franchement, s'il y a des gens qui me disent que Cam Thomas il est intouchable, moi je suis pas d'accord. Il est très talentueux, mais je le crois pas du tout intouchable à Brooklyn. Au contraire, le mec il a réussi à péter sa cote, c'est incroyable. C'est maintenant qu'il faut en fait le transférer. Donc attention, Brooklyn a un potentiel énorme qui est celui de bazarder une bonne partie de son effectif d'ici le 8 février prochain. Je vous rappelle évidemment le constat, il est très clair. Brooklyn, tu as une partie de ton effectif quand même qui est sur 2 pattes. Tu es 11e de la conférence Est. Alors il y a eu des difficultés, certains début de saison, mais tu es 11e. Les vibes de l'équipe sont nuls à chier. Toronto, ça va nettement mieux. Si tu es Brooklyn, est-ce que tu vas pas aller chercher justement le haut de la draft ? Alors on sait qu'après il y a des pics de draft qui vont être balancés du côté de Houston, donc c'est compliqué parce que c'était les trades avec Harden et tout. C'est une situation hyper compliquée à vivre pour les fans des Nets et par le management des Nets, mais à surveiller fort, vraiment. Je vous invite à regarder de très près tout ce qui va se balancer sur les Nets sur les 3 prochaines semaines, parce que je pense que ça va foncer dans toutes les directions possibles et imaginables concernant nos amis de Brooklyn. Voilà pour ce petit point. Et une heure complète sur les rumeurs de transfert. Ce qu'on va faire maintenant, c'est donc un dernier rappel. Vous notez dans votre fucking agenda, on fera la trade deadline ensemble le jeudi 8 février 2024, probablement aux alentours de 18h, 19h, on vous refilera toutes les infos. 2. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Je referai très certainement d'autres allées café dans les prochains jours, soit parce qu'il y aura des transferts, soit parce qu'il y aura des nouvelles rumeurs que j'aurai envie de vous balancer. Il y a des franchises dont je n'ai pas pu parler en détail. San Antonio avec McDermott et Cedi Osman. Orlando avec Markelle Fultz et Wendell Carter Jr. Milwaukee aussi, j'en ai pas trop parlé. Les Cavs, j'aurais aimé en parler un peu plus en détail. Le Heat aussi. Là, c'était un premier tour de chauffe. Je regarde un petit peu les questions, j'y réponds et ensuite je vous laisse. Alors, dans le chat, parce qu'après, il y a des matchs quand même à couvrir cette nuit. Est-ce que tu as des news niveau arrivée à Orlando ? Pour le moment, on est encore, comme je le disais là, je prendrai le temps d'en parler en détail dans une prochaine émission, mais à Orlando, on est encore une fois en observation. Il y a juste cette situation autour du backcourt à devoir nettoyer et régler. Ok, on sait que Jonathan Isaac, qui est retourné dans la rotation, c'est très bien, mais il va pas faire long feu dans cette franchise, en tout cas sur le papier. Et il y a juste une interrogation autour du dossier Markelle Fultz, qui est super, mais qui n'est pas là sur le début de saison d'Orlando, et Orlando trouve son rythme. Orlando est super, t'es top 8 de ta conférence Est, ça se passe bien. Ok, il est revenu, Markelle Fultz, mais peut-être que c'est là maintenant, avec son retour, qu'il faudra envisager du transfert. Wendell Carter Jr., je crois pas que soudainement il faudra le transférer, parce que ça se passe bien avec Goga Bitadze, mais c'est à surveiller évidemment. Voilà pour Orlando.
Est-ce que tu as testé le point pour vérifier qu'il est prêt le 8? Ah bah attention à vos oreilles. Hein. Je teste le point. Ok. C'est bon, il marche. Merci Léonce. Voilà, on est prêt pour la trade deadline. Hein. C'est bon, techniquement, je suis plus que prêt. Pas de mouvement à New Orleans. S'il y a du mouvement, pareil, j'en reparlerai en détail, c'est du mouvement pour passer sous le cap. Il y a des garçons, là je parlais de Kira Lewis dans l'apéro de ce mardi. Le lendemain, il a été transféré justement du côté d'Indiana, je crois d'ailleurs qu'il l'a récupéré. C'est pas Indiana qui a récupéré Kira Lewis? J'avais dit des bêtises avec Toronto, je crois que c'est Indiana qui l'a récupéré. Donc, attention, s'il y a des moves à faire, ce sont plutôt sur des joueurs qui ont du salaire un petit peu trop débordant, donc je dirais plutôt surveiller Jonas Valanciunas. Voilà. Du côté de New Orleans. Est-ce que les Suns, il y a des rumeurs? Je retravaillerai en long et en large les dossiers, mais pour le moment, l'idée c'est quand même d'avoir un effectif qui soit à 100%, et on verra après s'il y a des petits ajouts à la marge. Hein. Les histoires de PJ Tucker et compagnie, on verra. Est-ce que DeMar DeRozan sera trade? Ça semble peu probable. S'il l'est, c'est vraiment au buzzer, mais là pour le moment, il n'y a pas de dynamique, et peut-être que les Bulls vont devoir accepter le fait que DeRozan partira cet été contre Peanuts. Sinon, ce sera un transfert vraiment à la dernière minute, et on en parlera évidemment en live jeudi 8 février. Est-ce que les Cavs à la deadline, ça dort selon toi? Je pense que Cleveland, en l'état, Kobe Altman ne dort jamais à la deadline. Il a été capable de faire des moves par le passé, mais je pense que là, l'idée à Cleveland, c'est que vu la dynamique, à quel point elle est bonne, et qu'en fait, toi, ta vraie deadline, c'est récupérer Darius Garland et Evan Mobley, c'est plus ça. Voir comment cet effectif va cartonner à l'arrivée des playoffs. Parce que les moves que tu as fait cet été, en fait, c'est pour les playoffs à venir. Donc ça veut dire ta rotation à 8. Darius Garland, Donovan Mitchell, qui tu veux, Caris LeVert, avec notamment du Max Truss. Tiens, tu sais quoi, on va dire Darius Garland, Donovan Mitchell, Max Truss, Evan Mobley, Jarrett Allen. Derrière, tu as du George Niang, tu as du Caris LeVert, tu as d'autres garçons qui sont dans la rotation. Tu as évidemment tous les mecs qui ont fait des progrès de fou. Porter, notre petit sniper Babtou là, qui est évidemment sorti de banc, dont j'ai zappé le nom, mais donc non, c'est pas Windler, bref, je l'ai plus. Il y a évidemment Isaac Okoro qui est en sortie de banc, mais bref, on voit le groupe Cavs. Je sais que le chat va me le balancer là dans quelques secondes. Merrill, merci, Merrill et Pipin, je suis complètement con. Donc, on va voir, mais Cleveland, je pense que s'il y a des moves, c'est vraiment petit. Les plus gros moves des Cavs viendront si les Cavs se font dessus en playoff. Là, à ce moment-là, on parlera de coaching ou d'effectifs. Mais pas là. Je pense pas. Est-ce que Caruso, c'est vraiment impossible aux Lakers? Non, c'est pas impossible aux Lakers, Caruso. Ça peut avoir lieu, mais il va falloir lâcher fort en échange, parce qu'en fait, les Bulls, ils sont bien conscients de ce qui s'est passé. Et donc, ils vont pas dire « Ouais, vas-y, envoie juste D'Angelo Russell et ça ira. » Non. Va falloir lâcher plus que ça. Et le problème, c'est que les Lakers, ils n'ont pas des contreparties de zinzin. Ils ont D'Angelo Russell, ils ont potentiellement du Rui Hachimura, ils ont potentiellement du Austin Reeves, mais le management a envie de donner cet effectif-là dans les mains de Darvin Ham à 100%. Et d'ailleurs, rajouter Caruso, ça se fait pas comme ça, quoi. Et les Bulls, s'ils lâchent Caruso, c'est quand même contre des pépites. Allez, je prends encore 3-4 questions, et ensuite, je vais vous laisser. Il n'y a rien sur Denver. Sur Denver, pas grand-chose. Je vais fouiller un petit peu plus, mais pareil, je préfère en parler en détail dans une prochaine émission, mais pour le moment, côté Nuggets, il n'y a pas de quoi monter sur la table. Ce serait bien que l'effectif soit à 100% et puisse être testé. Ça n'a pas été tant de fois le cas cette saison pour les Nuggets et notre ami McMahon, mais voilà, t'es champion en titre, s'il y a un move, c'est à la marge, encore une fois en sortie de banc, mais ça semble pas être la priorité là, à la seconde. Allez, encore 2 petites questions, et ensuite c'est chaud. Prochain gros nom qui bouge. Le prochain transfert. Tiens, ça c'est bon ça, je vous la repose à vous dans le chat, vous me dites s'il y a des génies et des devins. Le prochain transfert qui va tomber. Moi je pense que quelqu'un va aller récupérer Kyle Kuzma. Je pense que quelqu'un va aller récupérer Kyle Kuzma, et sinon il y aura du Gary Trent Jr. Mais quoique Gary Trent Jr., si ça se trouve, il va être conservé à Toronto. Hein. Mais Masai Ujiri a dit qu'il allait y avoir des transferts. Donc
Je sais pas. Dennis Schroeder. Je suis entre Dennis Schroeder et Kyle Kuzma. Voilà, on verra. Et sinon, c'est du déjeuner téméraire, quoi. Voilà. Allez, encore une question et ensuite je vous laisse. Bah, magnifique la question. C'est 21h pile la deadline? Oui. Le jeudi 8 février, la trade deadline, c'est à 21h. Mais l'émission de la NBA Trade Deadline avec Trash Talk sur cette chaîne Twitch, c'est probablement aux alentours de 18h-19h jusqu'à 21h. En gros, on fait les 2 dernières heures ensemble avec les notifs, avec toutes les dernières rumeurs qui viennent de tomber, avec certaines discussions qu'on peut avoir, avec tout qui est analysé, breaking newsé dans la seconde, dans l'actualité. Et à ce moment-là, on pourra kiffer tous ensemble en direct. Voilà pour ce petit point d'information. J'espère que vous avez apprécié et que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée où que vous soyez, évidemment, les loulous, les louloutes. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, les copains du chat. C'est toujours un gros kiff. Merci à vous, les copains qui mettent des cœurs là dans le chat. Je vois, merci Malek93 et toute la clique. Merci évidemment à Léonce pour la prod. Aux amis et amis IES qui ont envoyé des subs dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est que je ne peux pas encore vous garantir un Allez Café demain, mais je pense que dans les prochains jours, quoi qu'il arrive, s'il y a un transfert, je débarquerai ici pour en faire un Allez Café. Et puis sinon, il y aura une autre émission probablement en début de semaine, ce lundi, sûr et certain. Un Allez Café spécial Trade Deadline où on parlera des dernières rumeurs. Je rappelle que, évidemment, ce sera un peu plus compliqué sur la semaine du 30 janvier au 5 février de faire des Allez Café puisque je serai à New York, notamment lors du voyage Trash Talk. Donc, on aura l'occasion de voir certains joueurs d'un peu plus près et les agents aussi. Ce qui sera l'occasion un petit peu de pouvoir discuter à droite à gauche. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je vous laisse avec quelques pronostics, comme d'habitude, fait au doigt mouillé. Allez hop, New York, ça va battre Washington. Toronto, ça va éclater les Bulls. OKC va faire une bouchée du Jazz. Quoique... Allez, OKC va battre Utah, mais c'est un match absolument immanquable. Minnesota va battre Memphis. Et Sacramento va battre Indiana. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne sur les pronostics de ce soir. Je vous fais des gros bisous, je vous laisse en musique. Si vous allez vous coucher, je vous souhaite une bonne nuit. Si vous regardez les matchs de NBA, on se retrouve sur Twitter. Et si vous regardez ce replay, évidemment sur YouTube, eh ben passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. À toutes. Ciao.